La fraude au président est en recrudescence. De quoi s'agit-il? Quels sont les recours juridiques? Comment s'en prémunir? On en parle tout de suite avec mon invité Stéphane Baïkov, avocate associée chez Shannon Avocat. Stéphane Baïkov, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de la fraude au président, mais tout d'abord un peu de contexte. Pourquoi c'est un phénomène en recrudescence actuellement? Eh bien, vous l'indiquez, effectivement, la fraude au président est en recrudescence. Pourquoi? Parce que c'est lié aux moyens technologiques et à l'évolution des techniques utilisées par les fraudeurs. Et aujourd'hui, on constate notamment le recours à l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes vocaux, mais aussi visuels, et qui permettent de rendre redoutable ce type d'attaque. Et on constate aussi une jurisprudence assez foisonnante sur la question et l'intervention du Parlement européen qui a réglementé en la matière. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que la fraude au président? Alors la fraude au président, c'est une escroquerie, donc un délit pénal qui est fondé sur l'usurpation d'identité d'un dirigeant ou d'un tiers de confiance. C'est-à-dire que le fraudeur va se faire passer pour l'avocat de la société, le notaire de la société, va s'adresser à un salarié et va réclamer dans l'urgence un virement de somme d'argent qui peut être très très importante, sur un compte malheureusement frauduleux. Et c'est un processus qui fait appel à de l'ingénierie sociale, mais aussi qui exploite des leviers et des biais d'autorité auxquels on ne veut pas échapper, Bien et sûr, des biais aussi de pression psychologique. on se sert de la position de quelqu'un pour avoir facilement un virement. Exactement, et surtout, le critère le plus souvent, c'est l'urgence. D'accord. Donc on a bien compris de quoi il s'agissait. Maintenant, quelles sont les entreprises concernées par ce type d'arnaque? Eh bien, toutes les entreprises peuvent être concernées, peuvent être la cible de ce type d'arnaque, puisque finalement, il n'y a pas de critères précis. TPE, PME, entreprises du secteur privé, entités publiques, tout le monde peut être concerné. Je dirais ceux qui sont peut-être les plus vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas mis en place de procédures formalisées au sein des équipes comptables et financières. Alors vous dites que c'est important de mettre en place des procédures formalisées, mais concrètement, comment on fait? Comment se prémunir de ce type d'arnaque? Alors, au-delà déjà de cette question des procédures, je pense qu'il y a déjà un pan de communication de l'entreprise à bien maîtriser parce que, comme je vous le disais, c'est fondé sur l'ingénierie sociale, donc une bonne connaissance de l'entreprise et notamment des mouvements qui peuvent être à l'étranger des dirigeants. Donc, bien maîtriser sa communication et peut-être attendre que le dirigeant soit rentré en France pour communiquer sur ce voyage. Ensuite, sensibilisation et formation des équipes comptables et financières. C'est indispensable pour qu'ils puissent repérer les éventuelles situations de fraude au président. Et enfin, mettre en place des procédures robustes de virement, une double authentification, la gestion des habilitations, c'est-à-dire, et les respecter évidemment, c'est-à-dire c'est le comptable qui va saisir les ordres de virement, mais c'est le président qui va les valider. Donc vraiment, c'est important d'avoir toutes ces procédures. Ce process bien établi. Exactement, rédigé et respecté. Et puis en cas de doute, surseoir au virement et prendre attache directement avec le président et s'assurer que c'est bien lui pour faire valider, le cas échéant, le virement. Oui, puisque dans ce type d'arnaque, on joue beaucoup sur l'urgence, il faut rapidement l'argent. Et donc, parfois, c'est mieux de patienter, de s'assurer vraiment de l'identité de la personne qui demande le virement. Vérifier aussi les coordonnées bancaires. Ouais. Bien sûr. Et après, si jamais on est victime d'une arnaque, malgré tout, quels sont les recours juridiques dont disposent les entreprises? Alors aujourd'hui, j'identifie moi 3 recours. Le premier qui doit être vraiment mobilisé dans la plus grande urgence, c'est ce qu'on appelle la procédure de recall ou de retour de fonds, qui est une procédure qui permet de faire annuler un virement en joignant sa banque lorsqu'on considère qu'il y a une fraude ou une erreur. D'accord. Pas de formalisme particulier, on peut passer juste un coup de fil ou envoyer un mail à sa banque. Je privilégierais le mail en termes de preuves. Parce que ça laisse des traces. Exactement. Les bons réflexes des juristes, et pour leur demander d'intervenir auprès de la banque destinataire des fonds pour demander le rapatriement des fonds. Évidemment, il faut agir dans l'urgence pour que cette procédure puisse aboutir
parce qu'il se peut que la provision soit insuffisante sur Bien le sûr. compte Et destinataire. le délai, vous dites qu'il faut agir dans l'urgence, mais est-ce que c'est encadré dans un délai quand même? Il n'y a pas de délai encadré par la loi, mais évidemment, le plus vite, c'est le mieux. Il y a aussi la plainte pénale. Qui vous permet qui sera de toute façon exigée dans toutes les situations, qui risque d'être déceptif parce que le plus souvent, on va avoir du mal à identifier l'auteur de l'escroquerie. Toutes les traces sont effacées et il est souvent difficile de remonter jusqu'à l'auteur de la fraude. Et enfin, la possibilité d'engager la responsabilité de votre établissement bancaire. De quelle manière? Si on considère qu'il y a une anomalie apparente, c'est-à-dire que le virement qui a été réalisé était affecté d'une anomalie apparente. Donc cette preuve doit être apportée par la victime de la fraude. On ne peut pas se contenter de démontrer que c'était inhabituel, que ce virement était inhabituel. Il faut vraiment démontrer que c'était flagrant et que le banquier normalement avisé aurait dû s'en apercevoir. Ça suppose de ramener un certain nombre de preuves de contexte. Par exemple, un virement qui est à l'étranger où on sait qu'il n'y a personne de la société qui se retrouve dans ce pays-là, ça peut marcher? Ça pourrait marcher, mais il faut savoir que la jurisprudence est de plus en plus sévère. On a des décisions de la Cour de cassation de juin 2025 qui serrent la vis et la preuve à rapporter par la victime de la fraude pour démontrer l'anomalie apparente est très encadré et très strict. Donc, il faut que ce soit un virement, peut-être des virements répétés sur une période pendant laquelle, en général, on ne fait pas de virement, des montants très élevés vers une société à l'étranger ou avec laquelle on n'a pas de relation d'affaires. Enfin, vraiment, là, la victime va avoir un travail de preuve, de rassembler des éléments. Faisceau d'indices pour pouvoir démontrer l'existence de cette anomalie apparente. Alors pour terminer, pour apporter de la sécurité aux potentielles victimes, il y a de nouvelles obligations qui vont concerner les banques à partir du 9 octobre prochain. De quoi s'agit-il? Alors, vous avez raison, 9 octobre 2025, le règlement européen 2024/886 impose à tous les prestataires de services de paiement et donc les banques, dans le cadre d'un virement, de proposer un dispositif de vérification du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez initier un virement, votre banque doit vous proposer ce service qui est gratuit et elle va interroger directement et en temps réel la banque du destinataire des fonds. Et elle va vérifier qu'il y a bien une concordance entre l'identité du bénéficiaire que vous avez renseigné et l'IBAN dans la banque du destinataire. Parce qu'il y avait beaucoup de fraude sur ces IBAN. Exactement, falsification de RIB, d'IBAN, enfin on en a vu, même les avocats sont touchés, on a des falsifications de RIB, CARPA. Et la banque, à ce moment-là, votre banque, si la concordance est exacte, le virement passe. Si la concordance est partielle ou n'est pas existante, vous en êtes avisé et vous avez la possibilité soit d'abandonner le virement, soit de quand même faire le choix de poursuivre le virement. Pour vous, c'est vraiment de la sécurité qui est apportée? Ça va changer beaucoup de choses pour terminer? On le souhaite. En tout cas, l'objectif du législateur, c'est vraiment d'essayer de mettre un terme à la fraude au président. Mais évidemment, les escrocs sont toujours assez malins. Et d'éviter aussi tout ce qui concerne les falsifications de RIB. Donc c'est une sécurité supplémentaire, mais il faudra de toute façon toujours être très vigilant dans le cadre des virements demandés par mail notamment. On va conclure là-dessus. Merci Stéphane Baïkov. Je rappelle que vous êtes associé chez Shannon Avocat. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Be Smart for Change.